Qin Shi Huang est encore, sans doute à ce jour, le personnage de Valkyrie Apocalypse le plus complet lorsqu'il s'agit d'écriture. Plus encore, c'est aussi le personnage le plus apprécié de la communauté, et ça avec seulement 10 chapitres d'apparition. On ne l'a pas revu depuis son combat il y a plus de 3 ans, ouais, ça fait 3 ans et demi maintenant, et pourtant c'est encore à mes yeux le meilleur personnage du manga. Avant d'analyser le combat en lui-même, parce que c'est même pas le combat en lui-même le plus intéressant, je vous propose de vous pencher sur ce qui entoure le personnage et ce qui fait ce qu'il est. Car à mes yeux, c'est central. Vous l'aurez peut-être vu passer ou se promener dans certaines traductions, mais parfois le nom de Qin Shi Huang voit une autre particule le ponctuer, donnant donc Qin Shi Huang Di. Ça pourrait sembler être une erreur, et pourtant, est-ce que vous connaissez Huang Di? Oui, parce que Huang Di, même si on n'est pas sûr de son existence, c'est une figure majeure et super importante en Chine, on l'appelle l'empereur jaune. Pour la culture chinoise, littéralement, on le présente comme le créateur de la Chine. Voilà, c'est le mec qui a fait le pays. Donc bon, pour un hasard ou une erreur de traduction, ça paraît gros. Et plus encore, il n'y a pas que ça. On sait que Huang Di, c'est le créateur du sacrifice du mont Tai. Un sacrifice qui amène 2 dragons, un pour le ciel et un pour la terre. Oui, ça donne une des techniques de Qin Shi Huang. Mais plus encore, Huang Di, il est connu pour avoir un ennemi. Un roi démon, qui est nommé Chiyu. Et ça, c'est sans doute le truc qui vous fait réaliser que, ouais, c'est tout sauf du pif. Surtout quand on sait que c'est cet affrontement qui fait en sorte que la Chine est ce qu'elle est. Littéralement, quand les auteurs disent que Qin Shi Huang est l'empereur où la Chine commence, c'est pas un mensonge, c'est un jeu de mots. Il est le mélange des 2 empereurs. On pourrait penser que ça se limite à ça, et que pour le coup les auteurs ont été malins, et voilà. Mais en réalité, il y a encore plus que ça. Il est plus que le simple mélange de 2 empereurs. Petit point qui est bien plus loin dans le combat, là on parle du chapitre 63, donc on est vers la fin. À ce moment-là, Qin Shi Huang fait un Revolund, et il sort une épée très particulière. L'épée de Gujian. Et là, on retourne faire encore un petit peu d'histoire. L'épée de Gujian, déjà, elle existe vraiment, c'était l'épée du roi Gujian, bien joué. C'est un roi de la période printemps et automne. Si vous vous posez la question, c'est la période juste avant celle des royaumes combattants, donc la période de Qin Shi Huang. Gujian, il est connu pour une chose. Il a résolu la guerre entre son état et un autre, après avoir annexé l'ennemi. Et je pense que vous commencez à le réaliser un petit peu, mais au final, Qin Shi Huang, c'est pas seulement Qin Shi Huang. C'est pas Huang Di ni Gujian non plus. En réalité, il y a une symbolique quant au fait qu'il marche sur tous les empereurs que la Chine a connus après lui. Littéralement, Qin Shi Huang, c'est l'incarnation même de tous les empereurs de Chine, c'est l'incarnation de la royauté. Et d'un côté, je vous dis ça, on peut le voir comme ça, mais si je vous disais que Qin Shi Huang, c'est sans doute encore plus que ça. Cette fois-ci, on va s'intéresser au flashback du personnage, et il devrait vous faire comprendre quelque chose d'assez central et important. L'histoire commence par un fait très célèbre et pourtant assez atroce, le massacre de Changping. Et oui, il a vraiment existé, et en termes de chiffres, on parle de 450 000 morts. Du côté ennemi, hein, si on compte au total, c'est bien plus que ça. Ouais, déjà à l'époque des guerres en Chine, c'était beaucoup de monde, et si vous voulez un exemple plus parlant pour nous, dites-vous que Verdun, la bataille de Verdun, c'est 160 000 morts. Là, on parle de 450 000. Bref, situation politique très complexe. Oui, c'est pas étonnant, hein, après ça. Période en Chine, pas vraiment sympathique, hein, on parle des royaumes combattants, donc c'est à peu près tout le temps la guerre. S'il s'appelle royaume combattant, c'est pas pour rien. Et là, vous faites naître un enfant en plein milieu du territoire ennemi où vous étiez gardé en otage, et sa mère l'abandonne. Ça, c'est l'histoire de Ying Zheng, plus tard, Qin Shi Huang. C'est un enfant né en plein tumulte de la guerre, dans une Chine déchirée par la violence et un cycle de haine perpétuel. En bref, il naît au meilleur moment, au meilleur endroit possible. Pas du tout. Un peu plus tard, on vous introduit la malédiction de Qin. Le fait que chaque dommage que quelqu'un subit lui est répercuté. Plus encore, le fait que chaque émotion négative lui inflige un sévice corporel. Alors, sachez-le, hein, le début de cette condition, ça s'appelle la synesthésie visuotactile, ça existe vraiment, sauf que bon, vous vous en doutez, le fait que voir des gens avoir des ressentiments, ou voir des gens avoir des émotions négatives, vous fasse mal physiquement, ça c'est de la fantaisie, hein, ça n'a jamais blessé personne de manière physique. Donc ce détail, il fait amener une question. Pourquoi les auteurs ont fait ce choix? Et si, plus que l'incarnation des empereurs de Chine, Qin Shi Huang c'était l'incarnation de la Chine elle-même? Avant que vous vous mettiez à vous insurger, dire que c'est tiré par les cheveux, ça peut faire sens. Parce qu'après tout, le fameux Qin, que très souvent à tort en France on prononce Qin, ça se prononce comme je le prononce depuis le début, ça ressemble plus à Qin. Et quand on traduit ça en Occident, ça devient Chine. Oui, littéralement, Qin Shi Huang, son nom, c'est celui du pays. Ouais, voilà, le mec a donné son nom au pays. Mais plus encore, un peu plus tôt, je vous parlais d'une Chine dans une période très particulière et compliquée. Une Chine
qui est en destruction et en souffrance perpétuelle. Tout change tout le temps, il y a des guerres intestines et incessantes, des complots, des guerres qui font souffrir absolument tout le monde, des grandes famines, des massacres, de la haine à ne plus savoir quoi en faire. Bref, une horreur qui touche même les enfants. Ouais, à l'époque, on était très cruel. Après, j'ai envie de vous dire, si on regarde la situation mondiale actuelle, ça n'a pas trop changé. Bref, c'est littéralement ce que vit Sin, de A à Z, hein. Le personnage vit la même horreur au quotidien. C'est un gamin qui se fait détruire petit à petit par la violence du monde sans pouvoir y répondre. Un être qui souffre de voir les autres souffrir, un pays et un gamin meurtri qui espère seulement que ça finira par passer parce qu'ils peuvent rien faire de plus. Mais en même temps, ça permet de faire un roi parfait, le seul roi capable de comprendre la douleur du peuple. Vous savez, pendant très longtemps, ça n'a aucun rapport, hein, il y a eu une transition là, je m'étais posé la question d'à quoi pouvait correspondre le fameux tatouage là de Qin Shi Huang, le fameux scolopendre. La première signification qu'on peut lui trouver, c'est le symbole de longévité. Ne me demandez pas pourquoi le scolopendre signifie la longévité, mais apparemment dans beaucoup de pays d'Asie, c'est le cas. Le scolopendre, c'est un symbole d'éternel. Et c'est très résistant aussi. Donc en soi, quand on sait ce que le vrai Qin voulait, hein, c'est-à-dire être immortel et un royaume éternel, ça fait sens le tatouage du scolopendre. Il y a une autre signification qui est, je trouve, un peu plus tirée par les cheveux, mais d'un autre côté que je préfère. Je la trouve plus poétique en tout cas. C'est celle de la jarre de goût. Le goût, c'est un poison très particulier. On met plein de bestioles venimeuses dans un pot, on les laisse s'entretuer, et la dernière survivante, qui est bien chargée par toutes les toxines des autres, on la fait se faire bouffer par une larve. Larve qui va donc bouffer toutes les toxines et créer un poison surpuissant. Littéralement, une situation qu'on peut transposer à la Chine de l'époque et à Qin Shi Huang. Plusieurs royaumes, des guerres incessantes, des jeux politiques, un territoire changeant où tout est danger et où on essaie de prendre le plus possible le dessus sur les autres. Et ça marche assez bien avec le fonctionnement de Qin. Il bat des gens, certes, mais il apprend d'eux. Il prend ce dont il a besoin. Après avoir battu Chiyo, il utilise ses attaques comme son propre art martial. Qin, c'est littéralement la larve qui bouffe la bestiole en face d'elle. Donc c'est pour ça que l'idée du goût, je la trouve pas déconnante. J'aime bien cette idée du scolopendre aussi, du coup. Maintenant, on peut passer à l'analyse pure et dure. Qin Shi Huang, c'est un personnage, dès son introduction, les auteurs avaient réussi. De base, le premier truc que vous le voyez faire, c'est s'asseoir sur le trône d'Hadès. Littéralement, hein, dès le début, ça veut dire, ok, ils vont être au même niveau. C'est ça, hein, c'est pas plus dur que ça pour le coup, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. On passe le fait d'à quel point le personnage est un petit rigolo, le fait même qu'il descende depuis la voie des dieux et que les empereurs de Chine bousculent les dieux pour le faire passer, ça donne aussi un peu une idée de son importance. Dans son premier flashback, on apprenait que Qin, en partant affronter Chiyu, se dirigeait au mont Tai pour faire le rituel de Fengshan, qui est un rituel qui existe vraiment. Ça a été fait 6 fois dans l'histoire de la Chine à peu près. En fait, vous savez, c'est un espèce de rituel que les rois de Chine font pour pouvoir avoir leur souveraineté absolue et un droit quasi divin, pour pas dire un droit divin tout court. Un peu plus tard dans le chapitre, vous avez compris la référence avec la poupée de glaise et les fameux soldats de terre cuite, mais plus encore, il y a un jeu de mots. Je vous l'avais expliqué un petit peu plus tôt, mais Qin et Shin, c'est à peu près la même chose. Quand Qin fait manger la statue à Chiyu, c'est pas juste la terre de sa région en fait. C'est pour ça que vous voyez Qin se pencher et prendre la terre qu'il y a là où il est. Parce qu'il parle de la terre de Chine en général, pas seulement de Qin. Il y a plein de petites références et de trucs du genre à regarder, des petits jeux de mots et tout qui sont très intéressants vis-à-vis du personnage. Mais là, si on se recentre sur le combat sur Chiyu, après l'avoir vaincu, Qin Shi Huang possède le fameux titre, le roi où tout commence. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Bon, déjà, vous avez la fameuse histoire que je vous avais expliquée avec Huang Di, mais surtout, jusque-là, tous les rois que la Chine avait connus, tous les souverains, c'était les laquais de Chiyu au final. Ils ont prêté allégeance aux démons. Donc le premier homme qui se met vraiment à gouverner le pays, c'est Qin Shi Huang. Au risque de vous décevoir un petit peu, comme je l'ai dit, le combat en lui-même n'est pas ce qui raconte le plus. En tout cas, sa première partie. Donc on va passer quelques chapitres. Et bon, honnêtement, je vous ai déjà analysé une grosse partie du personnage, il faut l'avouer. Le combat, pour une grande majorité, il cache pas grand-chose, il est très explicite dans ses messages, et ce qu'il raconte, c'est un duel de volonté pur et dur, jusqu'où un combattant est-il prêt à aller. Quel sacrifice est-il prêt à faire pour l'emporter? Les deux ont fait une promesse, les deux ne veulent pas trahir cette promesse. Parfois même, ça tourne un petit peu au combat d'ego, honnêtement. Celui d'un homme qui se dit être au sommet, contre celui d'un dieu qui se dit lui-même être au sommet. Et pour cette raison, on va directement se diriger vers le chapitre 63, donc vers le climax du combat. Vous l'aurez sans doute remarqué depuis là, mais Qin Shi Huang, c'est un personnage qui se bat principalement à base de contre-attaque. C'est un personnage qui se base sur la défense. C'est sans doute parce que, premièrement, c'est plus pratique, mais c'est, je pense aussi, parce qu'il aime pas faire du mal aux autres. Vous savez, la synesthésie, sa maladie, tout ça. Ça débouche sur un truc qui est assez intéressant vis-à-vis du personnage, son altruisme, voire même
sa capacité à se sacrifier. L'exemple parfait du truc, c'est le fait que Qin Shi Huang se réfère à lui en disant « nous ». C'est pour une raison très simple, au final il n'y a pas d'orgueil, c'est pas une raison d'orgueil fait qu'il dit « nous », c'est parce qu'il parle en son nom et celui de Chunyan en même temps. C'est pour ça que dans le flashback, au début il dit « je », et de toute façon c'est assez explicite, au début il dit « je », ensuite il dit pas « je », il dit « ah je corrige, nous ». Si vous aviez pas compris, voilà quoi. Et c'est aussi ça qui fait toute l'importance de la phrase « pour nous, la douleur des autres est bien plus insupportable que la nôtre ». Déjà, parce que il la ressent directement, la douleur des autres, et aussi parce que c'est un personnage qui a passé sa vie à se sacrifier et à souffrir pour les autres. À ses yeux, c'est normal. En quelque sorte, le plus gros défaut de Sin, c'est qu'il est incapable de penser à lui-même. Ce qui est très ironique pour un roi. C'est aussi ça qui fait toute l'importance du passage où Alvitre se met à le secouer un petit peu. Ce qu'elle fait à ce moment, c'est essayer de lui faire comprendre que, pour une fois, il faut pas faire ce que les autres attendent de lui, il faut faire ce que lui veut faire. Petit taquet pour la traduction française à ce moment-là, je suis d'avis que, sur la planche où Tsin dit « nous voulons gagner », ça aurait été plus pertinent d'écrire « je veux gagner ». Ça aurait été assez intelligent à ce moment-là de le faire passer à la première personne. Après, bon, préférence personnelle pour le coup. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors Qin Shi Huang utilise la dernière forme de l'art martial Jiu, parce que oui, on avait vu toutes les autres si vous aviez jamais fait le calcul. Qin Shi Huang abandonne l'armure pour utiliser l'épée. Et lorsqu'il se fait emmener au sol et que tout le monde lui dit d'arrêter, il continue autant parce qu'il est roi et qu'il se sacrifie pour les autres, que parce que pour une fois, c'est ce qu'il veut. C'est aussi ça toute l'importance du personnage, c'est quelqu'un qui réalise que parfois faire ce qu'on veut, c'est aussi très bien. Il faut aussi savoir penser à soi. Si Tsin est appelé le roi où tout commence, c'est parce qu'il est arrivé au moment où tout le monde en avait le plus besoin. Autant sa nation à l'époque, que l'humanité aujourd'hui. Un roi naît du désespoir pour amener le commencement. Tsin brise l'arme d'Hadès, et Tsin remporte le combat. Les deux personnages se reconnaissent comme dignes d'être rois, et c'est aussi un petit peu ça l'importance du passage avec Poséidon et l'importance de Poséidon dans le truc, parce que d'un côté, Tsin s'exprime comme Poséidon, mais de l'autre, pour le coup, Poséidon, c'est vraiment quelqu'un qui arrivait à penser à lui-même avant tout. En fait, littéralement, ce que Hadès faisait tout le long du combat, c'était donner une leçon de royauté à Qin Shi Huang, pour qu'il devienne clairement et enfin le roi ultime. Ils discutent comme deux égaux, l'humanité remporte le 7ème round et passe pour la première fois en tête du Ragnarok. Le roi où tout commence apporte le début d'une nouvelle ère, celle où l'humanité mène enfin la danse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous. Et pitié que les auteurs fassent revenir Qin Shi Huang, ça fait 3 ans et demi, j'en peux plus.